Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Kachi lance officiellement les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette nouvelle trêve sociale, après celle de 2017, traduit la volonté commune des partis de consolider les acquis sociaux. Le processus de négociation se déroulera en deux phases distinctes. Le 42e congrès de l'Association internationale des maires francophones et la COP des villes a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Les participants venus de 40 pays plaident pour un appui renforcé aux démarches environnementales des villes. La forte pluie tombée la nuit dernière a fait des dégâts. 2 enfants ont perdu la vie dans la commune du Plateau, au quartier Carena. Une autre victime blessée a été évacuée au CHU de Treichville. La pluie a marqué son passage dans d'autres communes. Coulées de boue, maisons inondées, notamment à Bingerville, Koumassi et Cocody. Le dossier inter de ce 20h se penche sur le retour d'un héros national, icône de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Plusieurs décennies plus tard, en 2016, une dent est saisie par la justice belge. Cette dépouille a été inhumée plus de 61 ans après, le jour même du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Soyez les bienvenus sur RTI1. La forte pluie tombée la nuit dernière sur le district d'Abidjan a fait des dégâts humains et matériels. 2 enfants, malheureusement, ont perdu la vie dans la commune du Plateau, au quartier Carena. Une autre victime blessée a été évacuée à l'hôpital. Et la pluie a aussi marqué son passage dans d'autres communes, notamment Bingerville, Koumassi, Cocody. Le témoignage de Raël Diomandé et Franck Quadio. Quartier Carena, commune du Plateau. Des populations attristées ce matin suite aux fortes averses tombées dans la nuit d'hier mercredi. Conséquence des intempéries, une mère et ses 2 filles, principales victimes. Les fillettes, âgées respectivement de 4 et 15 ans, perdront la vie suite à l'écroulement de la clôture de leur concession. Le constat fait avant notre arrivée sur les lieux. Cependant, Oscar, présent au moment du drame, nous compte les faits. En partie sur mon bureau pour charger mon portable. Attendez, aidez-moi, aidez-moi. En même temps, je suis sorti, je suis cassé porte là. Et il a appelé mon jeune frère. C'est moi, tu es un attendu. Je rentre, je regarde, il n'y a rien. Mon pied marche sur mon pied, elle a crié, mon pied, la boîte est fermée. Mais le côté encore, je marche ta main. Elle est ma main. Dieu m'a donné une force. Avec mes amis, on a soulevé le morceau de briques là. On a soulevé, on l'a mis de côté. Basile, autre témoin, s'est lui aussi mis à pied d'œuvre au moment du sinistre. Quand je suis rentré, on a commencé à soulever les cailloux, les briques, tout ça. Maintenant, j'ai mon neveu, comme lui, il a l'habitude de rentrer. Il dit, les enfants là, ils dorment sur ce côté. Donc j'ai dit à mes amis, on a commencé à déterrer là. On a déterré. La première personne qu'on a trouvée, c'est la plus petite, 4 ans. C'était cabré. On l'a mis à côté. Juste à côté, vous voyez, c'est sa grande soeur, elle était couchée comme ça. Les corps des victimes ont été transportés par les pompes funèbres vers 11h ce matin. La mère, quant à elle, se trouve dans un état critique. Le message reste le même pour tous. Restez vigilants et libérez les zones à risque. Alors, on reste vigilant. Je vous livre à présent le bilan du GSPM à propos de ces pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan la nuit dernière. Plusieurs zones ont connu des montées d'eau. C'était le cas à Koumassi, quartier Bia Sud et quartier d'Ivo, à Makori résidentiel, Sikoji et zone CNPS. À Treichville, c'est la rue 38 au niveau de Nana Yamousseau qui était impraticable. À Yopougon et Saniangon et à Cocody Mbadon, Riviera Golf et à Labra. Puis à Bégerville, Carrefour CIE, le centre des métiers de l'électricité également était inondé. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu mettre 53 personnes sinistrées en sécurité et 8 victimes ont été évacuées au CHU de Treichville. Vigilance, il faut quitter les zones à risque. C'est une recommandation des autorités. Et la Sodexam révèle pour les prévisions que le temps sera dominé par des pluies faibles ou modérées avec par moments quelques orages. Demain, vendredi 1er juillet, on reste donc vigilant, prudent en cette saison pluvieuse.
Le vice-président Tiemoko Melie Kone s'est entretenu aujourd'hui avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international et la maire de Paris, Anne Hidalgo, présidente de l'Association internationale des maires francophones. Au menu de ces échanges, le renforcement des relations de coopération avec ces institutions et le changement climatique. Awa Touré. Après la COP 15 dédiée à la lutte contre la désertification, la COP des villes, un sommet international des maires sur le climat, initié par l'Association internationale des maires francophones, se tient à Abidjan les 1er et 2 juillet. La présidente de cette organisation, Anne Hidalgo, maire de Paris, reçue par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. L'occasion de faire le point sur l'Assemblée générale de l'association et la lutte contre le changement climatique. Les villes ensemble ici à Abidjan pour apporter des solutions sur les questions relatives au changement climatique et pour porter un plaidoyer. Nous ferons une déclaration à l'issue de cette rencontre avec les maires venus de tous les continents qui soient portés ensuite au niveau des États. Je voudrais dire que le choix d'Abidjan ne doit rien au hasard. D'abord, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, dans un pays où le président Alassane Ouattara a porté des projets, une prospérité, a porté aussi la paix dans ce pays. Et dans ce pays fonctionne aussi une grande ville, Abidjan, qui sert de référence. L'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international, FMI, en visite de consultation, est venu féliciter le gouvernement pour la résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19. Il a par la suite abordé avec le vice-président Tiemoko Melie Kone les voies et moyens de faire face aux récentes crises, notamment alimentaires et énergétiques. Nous avons constaté que les Ivoiriens et les autorités ivoiriennes ont pu mener une politique vraiment ajustée sur la crise et taillée pour la crise, et nous espérons que cette politique continue à l'avenir. Et aussi, le Fonds monétaire international est prêt à accompagner le pays dans un programme qui pourrait mener encore plus le Côte d'Ivoire pour être un des leaders du pays de l'Afrique. Vous savez, actuellement, tout le monde se regarde vers l'Afrique et espère que la croissance soit au rendez-vous. Pour le Côte d'Ivoire, vous êtes déjà à 7%. L'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI a par ailleurs réaffirmé la détermination de l'institution financière à accompagner le pays dans ses efforts de développement. Les maires francophones sont justement en conclave à Abidjan. Ils planchent sur le développement des cités de la communauté francophone. Ce 42e congrès de l'Association internationale des maires francophones et la COP des villes a ouvert ses portes aujourd'hui même. Les participants venus de 40 pays plaident pour un appui renforcé aux démarches environnementales des villes. Issa Tchonayeo. Palais de la culture de Treichville, salle François Louga. Ouverture de la 42e Assemblée générale et de la première COP des villes de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Exécution de l'hymne national et prestation du Zaouli, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout en souhaitant la bienvenue aux 800 délégués de l'AIMF dans sa commune, le maire de Treichville, Albert François Amicha, s'est réjoui de son choix pour abriter cette rencontre internationale. Pour le ministre-gouverneur Robert Begremambé, l'objectif de l'AIMF est de faire en sorte que l'urbain soit au service de l'humain. L'objectif visé, c'est d'avoir des mesures de conclusion pratiques pour aller sur le terrain, parce que les populations attendent des actions concrètes pour protéger les populations contre les aléas climatiques. Et la chance que nous avons, c'est d'être ensemble avec les autres maires pour partager les expériences, de sorte à ce que notre voix porte auprès des bailleurs de fonds. Appréciant l'accueil réservé aux maires francophones, Anne Hidalgo, maire de Paris, présidente de l'AIMF, indique que la structure qu'elle dirige répond aux besoins de la francophonie. Une réunion de l'AIMF
comme les réunions de l'AIMF, avec de la chaleur, de la fraternité, du contenu, du concret, des actions, puisque nous sommes là pour décider de programmes très concrets sur tous les continents avec les villes qui sont membres de l'AIMF, le réseau francophone qui est un réseau puissant, qui est un réseau actif, qui est un réseau qui vit très très bien. Pour le ministre d'État, Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre, cette autre rencontre est non seulement un partage d'expérience, mais surtout montre bien que la Côte d'Ivoire a amorcé son développement sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. 10 ans après, vous êtes de retour à Abidjan, cette fois-ci dans un contexte nouveau. La Côte d'Ivoire en chantier, sur la voie du développement et en plein essor économique pour tenir votre 42e Assemblée générale sur le thème « Renouveler les liens entre la nature, les sociétés humaines et les villes, une voie pour maîtriser les risques et conjurer les peurs ». Ce 42e congrès de l'AIMF et de la COP des villes va durer 3 jours en terre ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Kachi a lancé officiellement aujourd'hui les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette nouvelle trêve sociale, après celle de 2017, traduit la volonté commune des partis de consolider les acquis sociaux. Selon le chef du gouvernement, la ministre Anne-Désirée Oloto lui a remis un rapport. Le processus de négociation se déroulera en 2 phases distinctes, nous rapporte Grace Kanto. Le Premier ministre Patrick Kachi, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des organisations syndicales, reçoit des mains de la ministre de la fonction publique la matrice des revendications nouvelles, le chronogramme de discussion et le bilan de la trêve sociale 2017-2022. Sur les 9 points d'accord, 6 ont été entièrement réalisés d'un coût de plus de 327 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de la révision de la réforme de 2012 des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, de la revalorisation indiciaire par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D, et du paiement depuis 2018 de 78% du montant du stock des arriérés. Sur ce point, il convient de préciser qu'à fin décembre 2022, l'État aura versé aux fonctionnaires concernés la somme de 194,9 milliards de francs CFA. Le reste, soit 54,6 milliards de francs, devra être apuré à fin décembre 2026 au plus tard. Des efforts fournis par le gouvernement, quelques manquements sont cependant relevés du côté des organisations syndicales. Certains acteurs parmi les forces syndicales n'ont, hélas, pas toujours su respecter leurs engagements. Et l'esprit même de cette trêve qui nous relie et nous honore, puisqu'en effet, nous avons pu constater à regret des faits de grève sur cette période où le dialogue se devait pourtant de toujours surmonter les tensions et de toujours prévaloir sur le blocage. La rencontre a été également marquée par le lancement officiel par le Premier ministre des nouvelles négociations avec les organisations syndicales du secteur public. Nous avons listé environ 400 revendications syndicales. Elles ont été classifiées en 8 groupes. Le processus préparatoire pour obtenir les documents qui ont été remis à M. le Premier ministre a été un processus participatif, inclusif, qui s'est déroulé dans un climat de transparence, de démocratie et de convivialité. Concernant le processus des négociations devant aboutir à la nouvelle trêve sociale, il se déroule en 2 phases. La première phase des négociations que nous allons mener consistera à nous entendre sur le périmètre que nous allons ensemble négocier. Quels sont les sujets qui vous semblent importants parmi ceux-là? Et d'accord parti, au terme de cette première phase, nous allons tomber d'accord
sur un certain nombre de points qui feront l'objet des négociations, de façon à ce que ces négociations soient rationnelles, structurées et garantissent dans un délai raisonnable que nous obtenions des résultats à la hauteur de nos attentes. Alors s'ouvrira la deuxième phase des discussions que nous conduirons avec les organisations syndicales afin de nous permettre de finaliser les négociations dans le but de signer notre nouvelle trêve sociale. Le Premier ministre, Patrick Hachi, souhaite que les échanges se déroulent dans la franchise, la transparence, l'écoute et le respect. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est arrivé hier à Dakar, au Sénégal, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Adama Bictogo a pris part aujourd'hui à la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Herman Guivet est notre envoyé spécial. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, sur invitation de son homologue président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, est à Dakar. Une invitation pour prendre part à la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il est accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. Une invitation qui a valeur de symbole. Au plus profond de moi, je souhaitais que mon premier déplacement dans un pays d'Afrique noire se fasse au Sénégal. Et comme Dieu sait faire les choses, il m'a permis de bénéficier de l'invitation de mon grand frère, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. J'entretiens des relations fraternelles avec le président de la République, le président Macky Sall. C'est un frère. Je dis merci au président Moustapha Niasse qui me permet de fouler le sol de la Teranga. Le symbole de cette manifestation d'amitié, de fraternité, de confiance mutuelle et de solidarité est incarné par le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall. Ces deux présidents sont liés solidement par des éléments de solidarité et d'échanges croisés. Notre premier partenaire en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Je veux que tout le monde le sache. Et c'est cette amitié qui se traduit par une solidarité constante, horizontale et permanente, qui se traduit par la visite de son Excellence, Monsieur le Président Adama Bictogo, que j'ai invité personnellement. C'est la première fois depuis 62 années qu'à l'occasion d'une séance de clôture de l'Assemblée nationale, nous invitons un député d'un autre pays, à fortiori le président. Il n'y a pas eu de précédent. Et sur place ici à Abidjan, la ministre du Plan et du Développement était face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, pour présenter le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Selon la ministre Nialé Kaba, cet instrument devrait permettre de contrôler l'efficacité de l'action politique. Le texte a été adopté à l'unanimité, nous rapporte Konaté Moussa. Les politiques publiques constituent l'ensemble des actions de l'État réalisées dans tous les secteurs pour l'intérêt des citoyens. Pour répondre au principe de bonne gouvernance, les politiques publiques sont soumises à évaluation. Pour y parvenir, un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques est élaboré. Le ministre du Plan et du Développement présente le texte aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Les rapports annuels de la mise en œuvre du Plan national de développement révèle que la pratique de l'évaluation constitue le maillon faible de la chaîne prospective, planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation, PPP-BSE. Pour remédier à cette insuffisance, l'État envisage d'inscrire l'évaluation des politiques publiques au rang de ses priorités. L'objectif visé est de respecter et promouvoir les bonnes pratiques édictées par la gestion axée sur les résultats auxquels il a pleinement adhéré. Le projet de loi présente l'évaluation des politiques publiques comme un instrument au service de la modernisation de l'État. Sa mise en œuvre permettra de contrôler l'efficacité de l'action publique et mesurer son impact sur les populations. L'objectif ici, c'est de se munir d'un dispositif pour apprécier la pertinence de la politique publique par rapport à son impact
et également proposer à l'issue de cette appréciation donc des mesures correctrices au cas où les mesures ou la stratégie ou la politique mise en œuvre n'a pas donné les résultats escomptés. Le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques est adopté à l'unanimité par les députés. Et la Chambre haute du Parlement est aussi en activité. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, face au sénateur Ayam Sokro. Un seul point à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire sur la période 2023-2025. La mobilisation, l'utilisation de ce budget ont été expliquées au cours du débat en présence du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Kader Sogodogo depuis Ayam Sokro. La loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois de finances institue la tenue d'un débat d'orientation budgétaire au plus tard le 30 juin de chaque année. En se présentant ce 30 juin devant le Sénat et son président Jano Aoussou Kouadio, Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, est en phase avec la loi. La programmation budgétaire 2023-2025 prend en compte le Programme national de développement PND 2021-2025. Les montants sont connus. 11 272,1 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Au titre de l'année 2024, 12 876,7 milliards de francs CFA. En 2025, on enregistrera 13 513,3 milliards de francs CFA. Comment mobiliser ces ressources? Et sur la période 2023-2025, ces ressources resteraient dominées par les ressources intérieures, à savoir les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les ressources de trésorerie hors emprunt programme et emprunt projet, qui représenteraient en moyenne 80% de l'ensemble des ressources. À quoi servira l'argent? La structure des dépenses budgétaires ferait ressortir une prédominance des dépenses d'investissement de l'ordre de 38,8%, suivi des dépenses des personnels pour 25,6% et des charges financières de la dette publique hors remboursement des capitales pour 15,2%, ainsi que des achats de biens et services pour 10,5% et des transferts pour 9,9%. Santé, éducation, routes, emploi, eau potable, etc. Tout y passe. La gestion saine des finances publiques se veut une marque à déposer du gouvernement ivoirien. Question. Échange. Les sénateurs voulaient en savoir davantage. Moussa Sanogo est dans son domaine. Il a répondu présent. La séance a été close avec un sentiment de satisfaction générale. Et vous voulez en savoir aussi certainement sur le pré-sommet, sur la transformation de l'éducation qui a refermé ses portes aujourd'hui à Paris, des travaux auxquels a participé une délégation ivoirienne conduite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a pris part à plusieurs panels. Elle a présenté les réformes initiées par le gouvernement ivoirien depuis une dizaine d'années pour améliorer le système éducatif ivoirien. On fait le point avec notre envoyé spécial en France, Michel Digri. Au cours de ces 3 jours de débat, la ministre Mariatou Koné a été sur tous les fronts pour partager l'expérience ivoirienne. Permettre aux enfants non scolarisés qui ont entre 9 et 13 ans de pouvoir, grâce à une formation accélérée, intégrer le système formel. Les États généraux de l'éducation ont aussi focalisé les attentions. Le processus de concertation nationale a duré 9 mois et a révélé une aspiration profonde des populations de voir les missions et les finalités de l'école être adaptées aux exigences liées à l'évolution de la société ivoirienne. Ici, Mariatou Koné échange avec la délégation du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus au nom des jeunes de Côte d'Ivoire prendre part à ce pré-sommet pour faire entendre la voix des jeunes comme tous les autres jeunes du monde, pour parler d'éducation, pour parler d'emploi. Il a été décidé d'associer les jeunes pour qu'ils comprennent dès la base, dès le départ, ce que nous sommes en train de faire et où nous allons. Un pré-sommet au pas de course qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer ses atouts en matière de réforme pour une transformation du système éducatif ivoirien. Place à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire dominée par le coronavirus.
Ce jeudi 30 juin, on dénombre dans notre pays 154 nouveaux cas de COVID-19 sur 1438 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs, 48 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 30 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 83 463 cas confirmés, dont 82 170 personnes guéries, 805 décès au total et 488 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Et attention au coronavirus qui continue de menacer notre santé. Face à la montée des cas, notamment en Europe, l'OMS tire la sonnette d'alarme. L'Organisation mondiale de la santé, qui s'attend à des niveaux élevés de COVID-19 cet été sur le continent européen, appelle à surveiller le virus de près. Le nombre de cas augmente au quotidien depuis un mois. Il y en aurait près de 500 000 dans la cinquantaine de pays de la zone de l'OMS Europe. Restons donc vigilants, continuons de respecter les gestes barrières. Sofia, la capitale de la Bulgarie, accueille le 63e congrès de l'Internationale libérale. Le RHDP participe à ces assises qui se tiennent du 30 juin au 3 juillet 2022. L'objectif est d'apporter des réponses efficaces à des problématiques mondiales telles que la guerre en Ukraine, les conflits en Afrique, les pandémies. L'ordre mondial est menacé selon les libéraux. Ce congrès marque aussi le 75e anniversaire de l'organisation. Il s'agira de faire la promotion du libéralisme et de ses valeurs. Le dossier inter de ce 20h se penche sur le retour d'un héros national, icône de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba. Le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance de l'Est-Congo belge, il entre dans la légende avec un discours contre le racisme des colons. À la mi-septembre de cette année, il est renversé par un coup d'État et exécuté le 17 janvier 1961. Son corps est dissous dans de l'acide. Les restes de lui, notamment une dent, a été saisie par la justice belge en 2016. Plus de 61 ans après cette tragédie, cette dépouille a regagné ses terres en RDC pour être inhumée. Patrice Lumumba, héros national, le dossier inter est signé Alexis Ouedraogo. Il repose désormais auprès des siens. Patrice Lumumba a été inhumé ce jeudi à Kinshasa, au terme d'un pèlerinage de 9 jours dans son pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin. Jour sacré de notre libération du joug colonial. Vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Tout commence le 20 juin dernier. La Belgique restitue la dent de Patrice Lumumba, assassiné il y a plus de 61 ans. La cérémonie est chargée d'émotions. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Le corps de Lumumba dissous dans de l'acide n'a jamais été retrouvé. Il aura fallu plusieurs décennies pour découvrir que des restes humains avaient été conservés en Belgique. La dent est saisie en 2016 par la justice chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps après l'assassinat. Contenue dans un coffret, cette dent de Lumumba est placée dans un cercueil qui a été remis aux autorités congolaises en présence de ses enfants et de leurs familles. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent,
l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La dépouille de Lumumba va rejoindre un mémorial à son nom à Kinshasa, une restitution qui ouvre une ère nouvelle dans les relations entre la RDC et la Belgique. On a le relique de notre héros national et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste. On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner. Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible qu'on ne peut pas ne pas être là. Je suis remplie d'émotions et je ne sais pas quoi dire, vraiment. Dans un discours retransmis en direct à la télévision, le Premier ministre belge Alexander De Croo renouvelait les excuses de son pays pour la responsabilité morale dans cette disparition. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Des regrets portés par le roi Philippe lors de sa récente visite en RDC. Il exprimait ses profonds regrets pour les blessures de cette période coloniale. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé mercredi dans son pays. Des cérémonies à Onalua, le village qu'il a vu naître, sont en cours ces 48 heures avant un périple qui s'achèvera le 30 juin à Kinshasa. Le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons de génération en génération peuvent voir. Mes yeux ne voient plus. Je ne sais plus marcher. Mais je suis très contente de savoir que le corps de notre fils est revenu. Tout premier ministre de l'ancien Congo belge devenu indépendant en juin 1960, Patrice Lumumba a été renversé dès la mi-septembre de cette même année par un coup d'État et exécuté le 17 janvier 1961 avec deux frères d'armes, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Patrice Lumumba avait 35 ans. Et la RDC, l'Afrique, ne l'oublie pas, Patrice Lumumba, icône de l'indépendance congolaise, héros de la lutte contre le colonialisme. C'était le dossier inter réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. Fini le séjour de 3 jours à Médine pour la plupart des candidats ivoiriens au pèlerinage musulman. Ils ont rallié la première ville sainte de l'islam, la Mecque. Et dès leur arrivée, ils accomplissent la Umrah, appelée le petit pèlerinage. C'est le premier rite du Hajj. Mais en quoi consiste au juste cette adoration? Voyons cela avec nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Mama Traoré et Abdelaziz Ganiyo. C'est l'heure d'aller désormais affronter les rites du pèlerinage pour ces musulmans venus d'Abidjan. Avant de sortir de la ville sainte de Médine, il faut se mettre en tenue de sacralisation, c'est-à-dire se vêtir de 2 morceaux de tissu blanc, sans sous-vêtements, ornements et parures pour aller accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Cette adoration, qui constitue la première étape du circuit cultuel du Hajj, s'effectue dans la sainte cité de la Mecque. Mais au préalable, il faut en formuler l'intention après 2 unités de prière dans cette mosquée située à la sortie de Médine. En route, comme à l'arrivée, les candidats au Hajj ne font que prononcer des formules de louange. La Umrah s'accomplit ici, dans l'immense mosquée de la Mecque. C'est le premier lieu saint de l'islam parce qu'il abrite la Kaaba, cette maison sacrée de forme cubique d'une importance capitale pour chaque croyant. On a l'habitude de prier en direction de la Kaaba, mais aujourd'hui, être en face
franchement, je me trouvais dans un autre monde, quoi. Voilà, je ne croyais pas. 2 étapes essentielles fondent la Umrah. Le Tawaf, ou la circumambulation, qui consiste à faire le tour de la Kaaba 7 fois, puis la marche entre les monts Safa et Marwa 7 fois également, pour imiter l'épouse du prophète Ibrahim qui était à la recherche d'une source d'eau en plein désert pour son fils Ismaël. Par endroits, il faut accélérer la marche tout en gardant une posture spirituelle de méditation, en récitant des formules d'exhortation et de bénédiction. Je suis venu aujourd'hui me consacrer à mon Seigneur. Aujourd'hui, Dieu m'a facilité. Venir aujourd'hui manifester ma foi vis-à-vis de mon Créateur. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de réjouissance et un sentiment de remerciement à l'endroit de mon Seigneur. C'est inexplicable, je ne peux pas l'expliquer. Ça me donne même des frissons, je veux même pleurer parce que ce n'est pas possible. Ça sera tous les jours pareil quand on passera par là. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire on est en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de louer la grandeur de celui qui nous a créé, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Donc on ne sent même pas le kilométrage qu'on fait. Prochaine étape du Hajj après la Umrah, le jour de la station du mont Arafat. Ce sera le vendredi 8 juillet prochain, date indiquée suite à l'observation du croissant lunaire en Arabie Saoudite ce mercredi. Du 1er au 3 juillet prochain, le Palais des Sports de Treichville abritera les qualifications de la zone Afrique de la Coupe du monde de basketball qui se jouera en 2023 en Indonésie, aux Philippines et au Japon. Mais bien avant l'échéance de cette 3e fenêtre des éliminatoires, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koni-Ndabanye, par ailleurs président d'honneur de la discipline, a offert un déjeuner aux éléphants basketteurs, une rencontre pour communier ensemble, mais aussi pour les encourager. Arsène Kwasi. Après 2 semaines de stage de préparation à Monastir, en Tunisie, les éléphants basketteurs demeurent concentrés sur l'objectif. Dominer la 3e fenêtre des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde pour continuer d'occuper la tête et garder intactes les chances de qualification pour la phase finale de la FIBA Coupe du Monde 2023. À 48 heures de ce rendez-vous qualificatif, les éléphants ont eu droit à un déjeuner offert par le président d'honneur de la Fédération ivoirienne de basketball, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Ndabanye-Koné. Passionné de la balle au panier, Bruno Koné est venu apporter son soutien au pachyderme avant le début de la compétition du 1er au 3 juillet 2022. Logé dans la poule C, l'équipe nationale de basketball entre en lice ce vendredi 1er juillet face à l'Angola à 19 h avant d'en découdre le lendemain avec la République centrafricaine, puis la Guinée le 3 juillet. Et pour ces 3 rendez-vous, les éléphants basketteurs comptent sur la mobilisation de leur public. Voilà, on est donc tous invités au Palais des Sports de Treichville et on croise les doigts pour les éléphants basketteurs. Les qualifications débutent demain vendredi 1er juillet. Et vous l'avez très bien compris, fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé, chef des éditions du soir, et par Adama Koné, rédacteur en chef. Merci à Mariette Alangba et à toute son équipe, à toutes les équipes techniques, surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. N'oubliez pas de prendre soin de vous.